Alors je vais commencer peut-être par dire un mot de la fameuse phrase du manifeste qui dit que les prolétaires n'ont pas de patrie. Cette phrase est souvent mal comprise. Marx ne dit pas les prolétaires ne doivent pas avoir de patrie. Il constate simplement qu'ils n'en ont pas. Comme toutes les classes qui sont exclues de la société, elles sont considérées quasiment comme apatrides. Mais ça, c'est aussi vieux que l'histoire. Les plébéiens romains, au départ, étaient habitants de Rome, travaillaient, mais les plébéiens n'avaient aucun droit. Ils n'étaient pas considérés comme des citoyens romains. Ils ne pouvaient même pas bénéficier des lois romaines, et en particulier les lois sur le mariage. En fait, les classes plébéiennes ont souvent été considérées, alors quel que soit leur nom dans l'histoire, ont souvent été considérées comme des étrangers. Comme des étrangers. Des étrangers qu'on accueillait. Hein. Le mot latin hostis, il a les deux sens. Hein. Hostis, ça peut être l'hôte, celui que j'accueille, et puis hostis, c'est l'ennemi, celui contre qui je suis en hostilité. Et on trouve ça dans l'histoire romaine. Hein. Par exemple, la plèbe romaine, dans ses revendications, avait revendiqué le droit de se marier, parce que les plébéiens n'avaient pas le droit de se marier, tout simplement. Et donc, quand Marx et les prolétaires n'ont pas de patrie, ils constatent tout simplement qu'ils ont été exclus du système, qu'ils n'appartiennent pas à la nation dans le système capitaliste. Ils sont les parias, ceux qui sont privés d'à peu près tous les droits. Par exemple, dans la plupart des pays, ils n'ont pas le droit de vote, même dans les pays démocratiques, avec quelques guillemets, comme c'est le cas de l'Angleterre. Hein, ils n'ont pas le droit de vote, donc Marx constate qu'ils n'ont pas de patrie. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de patrie, qu'ils ne doivent pas en avoir. Hein, parce qu'il ajoute, il dit, la lutte de classe, elle est internationale dans son contenu, parce que le capitalisme est un système international. Mais il dit, elle est nationale dans sa forme. Nationale dans sa forme, ça veut dire que le seul endroit où les questions peuvent être ressaisies par les prolétaires, c'est le terrain de la nation. Il n'y en a pas d'autre. Ce n'est pas les abstractions d'un mauvais universel qui est le monde. Hein, le monde, ce n'est pas un terrain de lutte. Le terrain de lutte, le terrain où la société peut s'organiser ou se réformer ou se transformer, ça ne peut être que le terrain où elle s'est constituée, où elle a constitué un ordre politique, et ce terrain, c'est celui de la nation. Et c'est pour ça que quand Marx dit la lutte de classe, elle est nationale dans sa forme, c'est pas simplement une chose superficielle, c'est que la forme, c'est ce qui donne forme. Et ce qui donne forme, c'est ce qui fait exister. Hein, s'il n'y a pas de forme, on n'existe pas, c'est de l'informe, c'est de l'amorphe. Donc, on a très souvent mal compris cette phrase de Marx. Et puis deuxièmement, on a mal compris également l'internationalisme. Si on est internationaliste, et moi je suis internationaliste, là ça suppose qu'il y a des nations. Ah, sinon on n'est pas internationaliste. On est mondialiste, cosmopolite, tout ce que vous voulez, citoyen du monde, on peut défendre quoi, mais l'internationalisme suppose qu'il y a des nations, simplement on va chercher l'entente entre ces nations. C'est pas pareil. De la même façon, donner une comparaison, voilà, mon voisin et moi, nous existons comme des entités séparées. Moi, je suis chez moi, lui, il est chez lui. Je ne vais pas lui dire ce qu'il doit faire. Lui, il vient pas chez moi pour me dire ce que je dois faire. Nous existons comme des entités séparées. Néanmoins, comme nous appartenons au même bloc de maison, nous faisons en sorte de bien nous entendre. Hein, voilà, il nourrit mes poissons quand je suis pas là. J'arrose son jardin. Donc, nous avons des accords. Des accords. Nous ne sommes pas en état de guerre, nous préférons l'état de paix, c'est bien plus agréable. Donc, l'internationalisme, c'est ça. Ça veut dire que nous préférons qu'il y ait des accords entre nations. Mais ça suppose qu'il y a des nations, parce qu'il n'y a plus de nations, l'accord lui-même n'existe plus. Bon, je reviendrai sur cette question de la nation après. Alors, la conception de Marx, donc elle est celle-ci. Et ça va l'amener à prendre position très clairement pour la défense d'un certain nombre de nations opprimées. Et en particulier, les deux grandes causes qu'il a défendues sa vie durant, ça a été la cause irlandaise et la cause polonaise. Hein, il a significativement, le meeting de St. Martin Hall qui fonde la première internationale en 1864 est un meeting qui a pour objet la défense des Irlandais et des Polonais. Et le droit national, pour Marx, fait partie des droits fondamentaux qui doivent être défendus. Alors, il l'inscrit dans une perspective qui est une perspective révolutionnaire, hein, qui est la sienne, parce qu'il a cette formule, il dit « Un peuple qui en opprime un autre ne pourrait pas être libre ». Autrement dit, les Anglais ne pourront être libres que le jour où les Irlandais le seront.
Et c'est par rapport à cet objectif général d'émancipation des peuples que Marx est pour l'émancipation des nations, des tutelles impériales, et c'est le cas en particulier donc de l'Irlande et de la Pologne. Hein. Alors en même temps, il va inscrire cette revendication nationale dans une appréciation d'une situation politique internationale. Et ça, c'est un aspect très très mal connu de la pensée de Marx. Marx a beaucoup écrit sur la politique internationale, et notamment il a écrit dans les années 1860-1850, je crois, un pamphlet contre le Premier ministre britannique de l'époque, qui s'appelait Palmerston. Et c'est un pamphlet qui d'ailleurs est le seul best-seller de Marx de son vivant. Ça a été réédité je ne sais pas combien de fois. Mais comme il avait passé un mauvais contrat avec son éditeur, ça ne lui a pas rapporté un sou. C'est très dommage. Et son pamphlet contre Palmerston est un pamphlet contre la politique de Palmerston britannique. Pourquoi? Parce que c'est une politique d'alliance avec la Russie. Et Marx considère qu'il y a un pilier à faire sauter en Europe, c'est la Russie. Et donc pendant jusque vers les années 1875, sur le plan de la politique internationale, il a un axe, c'est à bas la Russie. Et en particulier, il est prêt à encourager tous les gouvernements européens qui sont prêts à faire la guerre à la Russie. Parce qu'il dit, si on fait tomber le dernier pilier de l'autocratie en Europe, qui est le tsarisme, eh bien à ce moment-là, la voie sera libre pour que toutes les nations européennes s'émancipent. Et je crois que c'est intéressant de voir cette insertion en même temps d'une véritable dimension stratégique. Il est résolument anti-russe, enfin. Il va changer un peu d'avis vers la fin de sa vie, là aussi, mais pendant très longtemps, c'est son axe. Également, il ne considère pas forcément que toutes les nations peuvent, et même peuvent réclamer, un droit à l'existence. En gros, pour qu'une nation réclame un droit à l'existence, il faut qu'elle ait envie de se battre. Et c'est pour ça, par exemple, qu'il va considérer que les peuples slaves des Balkans sont des poussières de peuples, parce qu'ils sont incapables de s'unir pour secouer le joug de l'empire des Habsbourg. Et par conséquent, il dit, voilà, ces gens-là ne méritent même pas la liberté, puisqu'ils ne cherchent pas à se battre pour. Alors qu'au contraire, il a une grande admiration pour les Polonais et les Irlandais, qui sont deux peuples également entêtés et qui n'aiment pas beaucoup qu'on leur dise ce qu'ils ont à faire, même s'ils ont été beaucoup occupés dans toute leur histoire, et s'ils ont dû beaucoup subir l'oppression de leurs puissants voisins, qu'il s'agisse du Royaume-Uni ou qu'il s'agisse de l'Empire tsariste.